Bonjour. Écoutez, merci de nous accueillir. Avec Eric, on est ravis d'être là. C'est la troisième année, qu'on vient au festival, avec effectivement une posture un peu particulière, parce qu'on a la posture d'un groupe de communication mondiale, donc un peu atypique, mais je dirais que par rapport à la fois notre réalité, nos clients, notre implantation géographique, on apporte un point de vue qu'on espère éclairer au débat. Et alors c'est vrai que moi je suis Bruno Talon, je suis le président du groupe en France, et c'est vrai que Macan, je vais dire deux mots sur Macan et après Eric se présentera, est plutôt connu pour ce que l'on fait pour nos clients, pour nos marques. Donc on est plutôt connu pour accompagner des grandes marques mondiales et locales dans leurs problématiques de communication. Donc on est plutôt connu pour le What Else et Georges Clooney de Nespresso, pour le Parce que je le vois bien de L'Oréal, pour le Priceless de Mastercard ou pour l'ON Nation, pour les amoureux de foot de l'Olympique de Marseille. Mais on a aussi, à côté de cette activité, et aussi pour nourrir cette activité, des centres d'innovation dans les grands pays mondiaux, et la France est un de ces grands pays mondiaux dans le réseau, qui sont des cellules qu'on appelle Truth Central, qui recherchent un peu, qui observent des tendances, qui essayent de dénicher des tendances et de les mesurer dans le temps. Et donc, qui réalisent un certain nombre d'études, certaines récurrentes et certaines ad hoc. Et celle qu'on va vous présenter est plutôt du registre de l'étude ad hoc. Bonjour, je suis Eric Bertin, je travaille avec Bruno sur l'ensemble des sujets de l'agence. Moi, je suis directeur général adjoint en charge de la stratégie. Donc, j'ai un rapport peut-être plus fréquent que d'autres personnes de l'agence avec ces études-là. Et par ailleurs, je suis aussi enseignant et chercheur en sémiotique à Sciences Po, donc ce qui facilite les liens avec l'univers des études. Alors, l'étude ad hoc dont on va parler, on l'a appelée, elle s'appelle Truth About New Europe. Et on va vous présenter finalement en deux grandes parties avant de passer un peu de temps pour échanger avec vous. La première partie, on va couvrir les 9 grandes observations qu'on a pu tirer de cette étude. Et Eric présentera les interprétations qu'on en a faites pour les marques, ce qui est plutôt notre domaine d'intervention. Donc cette étude part de quelque chose que nous vivons tous et dont tout le monde, je pense, parle particulièrement depuis hier, c'est cette fragmentation du continent dans lequel on vit, avec effectivement un contexte qui voit se multiplier les séparatismes, les mécontentements, les incertitudes, les craintes, la création d'une nouvelle dynamique identitaire à la fois au niveau de la région et au niveau des pays. Et c'est des choses en plus que nous on voit à travers l'expérience de nos clients, mais d'un point de vue presque paradoxal, de l'autre côté, c'est qu'on voit une Europe qui est aussi en parallèle toujours plus tournée vers l'avenir, avec effectivement une Europe qui innove toujours plus, beaucoup mieux. Une Europe qui légifère. Le RGPD, ça vient de l'Europe. Alors ça nous a touché, nous, énormément dans nos métiers, notamment sur toute l'activité digitale, CRM, gestion des bases de données. C'est une Europe qui travaille beaucoup aussi dans l'évolution de ses structures, dans la réflexion sur la gestion des échanges. Et donc, dans ce contexte-là, dans cette Europe un peu paradoxale qui semble se dessiner, les agents économiques sont de plus en plus partie prenante et ont un rôle à jouer. Et c'est vrai qu'on met en lumière un chiffre qui vient d'une étude plus récurrente qu'on gère dans le groupe, qui est une étude qui s'appelle Truth About Global Brands, qu'on gère effectivement dans les grandes régions mondiales, et en Europe. Effectivement, on voit ce chiffre-là de 77% des gens qui pensent que les marques internationales sont mieux placées que les propres gouvernements des pays pour créer un changement positif sur la société et sur leur vie. On voit ce chiffre qui est plutôt haut depuis quelques années, qui se maintient, voire qui croît. Et c'est au regard de ce chiffre, qui est à peu près du même ordre en Europe, que nous nous sommes posé la question
du rôle et de la place des marques dans cette nouvelle Europe qui semble se dessiner autour de nous. Et c'est à ce titre-là que l'étude a été lancée il y a quelques mois. Alors, 2 mots sur le périmètre de l'étude. C'est une étude à la fois quali et quanti. C'est une méthodologie classique qu'on utilise avec Truth Central. En général, c'est des tailles d'échantillons de 15 000 à 20 000 interviews avec une partie qualitative, une partie quantitative. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'avoir une lecture globale d'un phénomène, et puis ensuite des breakouts régionaux, voire locaux. Donc on a des données pour la France, on a des données pour l'Angleterre sur chaque type d'étude. Sur Truth About New Europe, en plus de la partie, je dirais, interview classique, on a également eu des interviews d'experts. Donc il y a une soixantaine d'interviews d'experts par pays. On avait, je crois, 15 pays, 15 à 20 pays. Et donc en France également, 60 experts interviewés. Donc voilà. Dont nous deux, comme experts. Oui, c'est vrai. Et très modeste. Donc qu'est-ce que je voulais dire sur le sujet? Donc, oui, des experts. Et voilà, ça fait en fait des études qui sont assez robustes sur un plan statistique, ce qui est quand même important parce que sur ces grands sujets-là, une étude en contredit une autre. On a bien conscience de ça. Donc voilà, on a déjà une base statistique qui est très robuste. Nous allons rentrer dans la première partie et je vais donc moi-même dérouler avec vous les 9 grandes observations qui sont issues de l'étude et qui sont autant de points de réflexion qui nous semblent intéressants pour s'interroger sur le rôle des marques dans ce nouvel environnement. Donc, voici en résumé les 9 points que nous allons parcourir. Je vais commencer tout de suite par le premier qui est une observation sur la dimension sécuritaire et à la fois le sentiment de surveillance et le besoin de surveillance des Européens, où effectivement on se voit poindre un besoin grandissant de la part des Européens de protéger leurs propres données. 2 chiffres qui sont assez élevés et marquants. 83% des Européens pensent que la protection complète des données devrait être un droit personnel. Et 71% des Européens tentent de rendre leur présence en ligne moins facilement traçable. Ça veut dire que ces chiffres ils s'appuient principalement et mettent en lumière les nouvelles menaces qui tournent et qui sont ressenties par les Européens, qui créent de la méfiance, terrorisme, guerre, changement climatique, tous sont de nature très différente. Mais c'est clair que ces menaces créent cette dimension sécuritaire très importante au niveau européen. Et pour aller plus loin sur cette observation, un tiers des Européens se disent, déclarent qu'ils soutiendraient des entreprises qui les éduqueraient à se protéger et à comprendre les diverses mesures de sécurité qui sont possibles. Donc on voit un sentiment qui s'exprime de sécurité, de besoin de sécurité qui s'exprime à différents niveaux. Le deuxième observation est plus sur elle va, je pense, vu l'audience de la salle, va vous parler. C'est cette nouvelle Europe de plus en plus reliée. On l'a appelée comme ça. Donc effectivement, avec reliée à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est effectivement au niveau du territoire, au niveau de la géographie. 89% des Européens pensent qu'à l'avenir, l'Europe sera encore plus connectée qu'aujourd'hui. Et quand on revoit aujourd'hui, on a tendance de parler à l'agence, et vous en faites partie de la génération EasyJet, c'est-à-dire que notre génération se relier et visiter et créer l'Europe des capitales plutôt, donc, parce qu'on avait accès dans les pays aux principales capitales. Je dirais que la génération EasyJet a accès aux régions européennes, donc c'est plutôt l'Europe des régions. Donc on va autant à Toulouse, à Biarritz, à Bristol, à Malaga, à Venise, que nous, notre génération, allait plutôt dans les grandes capitales. Sur ce point, en parallèle ou en complément de ce lien géographique, il y a aussi le lien plus à travers les marques,
où effectivement, un autre chiffre intéressant dans ce contexte-là, c'est 72% des Européens nous ont dit que pour elles, les marques et les entreprises devraient jouer un rôle encore plus important qu'elles ne le font aujourd'hui dans le fait de rassembler les Européens, pas uniquement à travers la pub Thalys que vous voyez, à travers leur métier, qui est le métier de connecter des régions, mais aussi à travers leur façon d'être et leur façon de faire leur métier. Troisième observation, c'est l'apparition que nous avons constatée d'un nouveau sentiment d'appartenance. Et avec cette idée qu'aujourd'hui, de plus en plus d'Européens pensent que l'on devrait choisir sa propre nationalité ou sa propre identité. 55% d'entre eux pensent, un chiffre intéressant, que la nationalité devrait être une question de choix et non une question de naissance. Et donc on voit apparaître, effectivement Internet a extrêmement accéléré ce sentiment, une notion de loyauté beaucoup plus à l'égard des communautés entre elles et non plus à l'égard des nations. Et c'est vrai que voilà, Internet, les plateformes sociales ont créé des nouveaux liens qui ne sont plus basés sur la simple proximité géographique, mais qui sont basés sur la proximité de pensée, de goût, de conviction, de point de vue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'identité, d'irrésidence, d'inationalité. Quatrième point, la notion de patrimoine. C'est une notion intéressante, surtout si on le met en lumière ou en référence des autres grandes régions mondiales. C'est cette notion d'Europe patrimoniale et d'avoir la culture, et d'avoir le sentiment que la culture est un repère structurant de l'ensemble des pays qui composent l'Europe. 43% des Européens, quand on a demandé aux Européens de se prononcer sur qu'est-ce que pour eux est l'Europe, 43% disent que l'Europe est avant tout une culture, pas que cinématographique, une culture qui s'exprime de différentes manières, et notamment une culture, et c'est intéressant de mettre ce deuxième chiffre en parallèle, c'est 43% pensent que l'Europe est avant tout une culture, et 53% mentionnent les monuments et sites historiques de leur pays, de leur région, comme leur plus grande fierté culturelle. Il est clair qu'on vit dans un continent qui vit lui-même d'une économie culturelle importante vis-à-vis à la fois de la propre zone européenne, mais également des autres régions du monde. Et effectivement, dans ce contexte-là, les marques qui elles-mêmes, dans leur mode d'action, dans leur mode de communication, supportent ou encouragent la culture du local, sont mieux perçues par les Européens. Cinquième observation, pour aller toujours encore plus loin sur ce qui nous relie, le socle culturel, c'est la notion de diversité. À cette question, 80% des Européens ont répondu et pensent que la diversité culturelle est la plus grande richesse européenne et qu'à ce titre, elle devrait être célébrée par les Européens. C'est-à-dire, notre manière de le dire, une anecdote pour mise en scène de la notion de brassage avec une pub Heineken, mais ce que cela veut dire, c'est que les Européens considèrent ce brassage et cette diversité comme une source de création de valeur. Ce brassage étant également porteur de créativité. C'est à ce titre, entre autres, qu'il peut créer de la valeur. 71% des Européens voyant dans la mondialisation, à ce titre au niveau européen, un moyen de stimuler la créativité de chacun. Et du coup, les Européens attendent des marques qu'elles valorisent la diversité culturelle et qu'elles s'en inspirent pour innover. Petite anecdote sur cette dimension-là. Quand on a posé la question aux Européens de définir à ce titre-là quel est, selon vous, le pays le plus trendsetter, le plus créatif, le plus symbolique, représentatif de cette nouvelle créativité européenne, vous allez être surpris, mais la majorité des pays ont cité l'Allemagne. Probablement par rapport, je pense, en écho au point précédent. Sixième observation, la dimension humaine et solidaire. Très, très, très importante. Et on voit s'installer de plus en plus, et notamment à travers l'étude, on voit s'installer des sentiments de bienveillance, des sentiments d'empathie au cœur de l'Europe
et dans la majorité des pays. 74% des Européens pensent que leur job, que leur boulot, que leur travail contribue au bien-être collectif. 78% d'entre eux pensent que les gouvernements devraient verser aux individus suffisamment d'argent pour couvrir leurs besoins premiers. Ça veut dire, autrement, que les Européens pensent que, et ils sont très attachés à le revendiquer, que leur boulot, que leur activité professionnelle a une dimension qui est dans une forme de caring, dans une forme de bienveillance à l'égard de la société et de l'écosystème dans lequel ils évoluent, et qu'à ce titre, aucun robot ne pourrait les remplacer dans l'exercice de leur travail. Donc c'est une dimension assez intéressante, et sur les dernières observations, on va être beaucoup sur l'humain et la solidarité. La 7e observation étant sur ce sentiment qui s'installe de plus en plus d'un besoin de plus de collaboration, d'un besoin de plus de solidarité, qui pourrait être des éléments qui serviraient à définir qu'on pourrait appeler le renouveau du rêve européen, avec 73% des Européens qui pensent que nous devrions partager plus et posséder moins, et donc qui valorisent des concepts et des notions comme la communauté étant plus importante que l'individu, la qualité de vie étant plus importante que la richesse, les droits universels et les droits humains étant plus importants que les droits à la propriété. Et cela ne se cantonne pas à une génération qui pourrait être plus la vôtre ou la plus jeune, mais ceci se vérifie à travers toutes les cibles. Et également, dans ces mêmes registres, les Européens exprime ce nouveau rêve européen à travers une attente d'une économie qui soit plus collaborative. 79% des Européens pensent que les entreprises doivent davantage coopérer pour trouver des solutions de manière collaborative, c'est-à-dire coopérer entre elles et coopérer avec l'ensemble des parties prenantes des sociétés dans lesquelles elles évoluent. On a pris quelques exemples. Tous ne sont pas européens, mais certains marchent mieux en Europe qu'ailleurs dans le monde. Par exemple Airbnb ou Couchsurfing, qui a été issu d'une observation et d'un voyage d'un Américain en Islande, et Blablacar et Hitch, qui sont des startups, une beaucoup plus ancienne que l'autre, issues de la France. 8e observation, elle touche la dimension du bien-être relié aux technologies. Et donc, on voit une aspiration générale dans l'ensemble de la zone Europe à la digital detox. Et donc, c'est un chiffre intéressant, probablement particulièrement pour la plus jeune partie de l'audience. 42% des Européens préféreraient avoir moins de technologies dans leur vie à l'avenir. C'est-à-dire qu'on voit ce mouvement de digital detox ou de retrait partiel ou total de certaines plateformes sociales par exemple, ou de déconnexion pendant des durées, des moments dans une année ou dans une journée, pour recréer, pour revenir, pour régénérer et reprofiter de relations humaines beaucoup plus directes, avec donc ceci s'accompagnant d'un retour à une forme de spiritualité, au calme, toutes les tendances autour du yoga, du bien-être, cette traduction également sur l'alimentation, sur le comportement. Dernière observation sur la durabilité, et là c'est un mouvement très profond sur cette notion de volonté d'installer, de créer, de construire une Europe durable, avec ce nouvel idéal de l'économie circulaire. Et donc effectivement, l'opinion publique européenne, à ce titre, et c'est très clair dans l'étude, met les agents économiques face à leur responsabilité d'agents écologiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que nous disent les Européens, c'est qu'économie et écologie, c'est plus antinomique. Ça a été pendant très longtemps, soit parce que ça l'était antinomique, soit parce que ça arrangeait certains acteurs d'être soit l'un, soit l'autre. Aujourd'hui, c'est plus un choix. On n'est pas ou l'un ou l'autre. Économie et écologie ne sont plus antinomiques. Elles doivent vivre de pair. Et
Et cette notion d'opinion publique européenne qui est en train d'émerger, hein, ce qu'on voit aussi de manière un peu en filigrane à travers l'étude, elle met les agents économiques directement face à leurs responsabilités d'agents écologiques. Et donc la circularité devient un nouveau mode économique qui affecte la façon dont les gens consomment et surtout la façon dont les gens évaluent, dont les Européens évaluent ce qu'ils achètent. Et donc du coup, pour conclure sur ces observations et sur cette 9e observation, la durabilité n'est plus optionnelle. C'est obligatoire. Quand on regarde le chiffre, 96% des Européens pensent que les entreprises doivent être saisies par la justice pour protéger la nature, c'est-à-dire l'immense majorité des Européens attendent des marques qu'elles portent et qu'elles projettent des valeurs au-delà de leur simple utilité de marque ou de produit, et qu'elles portent des valeurs de responsabilité, de durabilité. Donc en gros, ce que les Européens nous disent, c'est qu'ils attendent des marques honnêtes, ils attendent des marques sincères. Alors on voit se dessiner un ensemble d'attentes. On va rentrer un petit peu plus dans le détail parce que finalement ça, ce sont des attentes assez larges. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est dans quelle mesure les agents économiques, marques, entreprises, peuvent être éligibles, enfin légitimes pour y répondre. Donc on a évidemment la question de la protection, de la sécurité digitale, la question du rassemblement, du lien, de la cohésion, l'environnement. C'est des thématiques qui sont beaucoup plus, qui sont installées depuis longtemps. Le facteur humain sur lequel on va revenir parce qu'il prend un contour beaucoup plus spécifique qu'auparavant et évidemment le rapport entre le local, voire le micro-local et le régional et le global. Alors, dans ce contexte-là, ce qui nous a paru intéressant, c'est de s'interroger justement sur la place qui pourrait être celle des marques et des agents économiques dans ce nouveau paysage, sachant évidemment qu'il y a une pression de plus en plus grande sur les acteurs économiques pour soit respecter des normes, soit prendre l'initiative sur des sujets. Alors, ce qui semble se dessiner, c'est une sorte de zone grise entre le champ politique et le champ économique, sur laquelle les marques pourraient intervenir. On a bien sûr le champ politique, mais on le sait, qui est remis en cause dans sa légitimité, dans ses modes d'action, etc. Le champ économique classique, et même les corps intermédiaires qui sont remis en question. Et entre les deux, il y aurait place pour un nouveau type d'action qui serait soit mené par les marques, soit permis par les marques. Et il y a une nouvelle dimension que les marques ont captée, même les entreprises, qui a un rôle extrêmement important dans cette possibilité de devenir des agents de médiation, c'est la captation par ces marques et ces entreprises de l'infrastructure technologique. Donc l'infrastructure technologique et ce qu'on appelle le digital enablement, qui profite à tous, enfin à la plus grande partie de la population, bien sûr, entre les mains d'agents économiques comme les marques, ça prend une puissance d'action qui est considérable. Alors, ce qui est très intéressant pour nous, je crois en tout cas, c'est que les marques jusque-là, enfin pendant très longtemps, les marques c'était des êtres un peu statiques, des êtres de discours qui créaient de la valeur économique et commerciale en préemptant un territoire symbolique. C'est-à-dire que, vous connaissez tous les marques qui nous entourent, elles ont toutes, à un moment donné, capturé un territoire symbolique, un territoire de valeur qu'elles ont mis en mots, en images, etc. Et à partir de ça, elles ont opéré dans un cadre contrôlé, puisque la publicité, c'est un univers qui est totalement sous contrôle
des marques et des agents économiques. Avec, donc ce sont des êtres de discours, mais plutôt statiques. Le changement radical introduit par la digitalisation de l'existence, c'est de pousser les marques à l'interaction, évidemment, mais à l'interaction réelle, pas à des simulacres d'interaction, parce que les marques, pendant très longtemps, elles ont construit des simulacres d'interaction. Quand on convoque un consommateur dans une pub, par exemple, évidemment, c'est un simulacre d'interaction. Donc, le digital a forcé les marques à sortir de leur zone, de leur territoire fermé, symbolique, en les inscrivant dans la vraie vie. Mais il a permis aussi une autre chose, c'est à travers justement les infrastructures techniques, les plateformes, il a donné aux marques un caractère plastique, c'est-à-dire un caractère évolutif. C'est-à-dire que progressivement, les marques ont été amenées à devenir des êtres plus organiques, en définitive. Donc, qui doivent accueillir, comme des molécules, qui doivent accueillir des entrées, des sorties, et susciter des initiatives, pas forcément les contrôler et les maîtriser. Donc voilà, c'est finalement cette espèce de plasticité de cette zone grise, ça donne forme à différents types d'actions collectives et individuelles. On en a identifié deux qui nous semblent intéressantes justement au regard des résultats de l'étude dont parlait Bruno. La première, c'est il y a une attente pour les marques et les entreprises à essayer de résorber et atténuer les tensions qui traversent notre société. Alors vous l'avez vu déjà dans plein d'initiatives, mais il y a beaucoup de marques qui travaillent à essayer de faire reconnaître les minorités, faire accepter les différences, gender diversity, etc., etc. Il y a énormément d'initiatives comme ça. Et ça répond à une attente d'empathie qui est très très forte. C'était une des conclusions principales de l'étude Truth About Global Brands que McCann a menée dans le monde entier. L'attente principale aujourd'hui de tous les publics vis-à-vis des marques, c'est comment est-ce qu'on peut réduire ce qu'on appelle le gap d'empathie, c'est-à-dire le manque d'empathie qui fait que nos sociétés sont traversées par les tensions, par les forces centrifuges, par les inégalités. Donc ça, c'est vraiment le premier point. C'est essayer de réparer un peu ce qui est détricoté. Et le deuxième point, c'est comment est-ce que les marques, les agents économiques peuvent essayer de nous faire passer d'un modèle de compétition très agonistique à un modèle de coopération, de collaboration. Et on voit de plus en plus, ça répond aussi à ces différents mouvements qu'on observe tous, comment est-ce qu'on peut apporter une réponse à une société dont le modèle économique prône une lutte sans merci avec une prime au plus fort. Et en fait, c'est très intéressant de voir que la société, aussi bien les agents économiques directs, donc les marques, les entreprises, mais aussi les consommateurs, justement, travaillent à essayer de faire basculer, ou en tout cas de contrebalancer cette logique agonistique de compétition, d'affrontement pur, pour créer de la valeur, et d'essayer de le remplacer par un modèle davantage fondé sur la collaboration ou la coopération, mais qui crée de la valeur aussi. Puisque, in fine, il faut essayer de trouver un modèle alternatif. Alors, sur ce premier thème, juste rappeler un chiffre de l'étude, 73% des Européens attendent des marques et des entreprises qu'elles agissent pour essayer de rapprocher les Européens face aux menaces d'incertitude qui les traversent. Donc il y a vraiment cette attente très forte. Alors ça s'exprime de manière différente. L'inclusion est devenue un mot presque galvaudé, en tout cas une notion presque galvaudée.
il y a des tas d'entreprises et de marques qui mènent des initiatives justement pour démontrer que l'empathie peut contribuer à réduire les inégalités, reconnaître les différences et, in fine, redonner de la confiance aux gens et aux minorités. Là, vous voyez cette initiative de Dove qui fait suite à de nombreuses campagnes que la marque avait menées. Ça s'exprime aussi à travers l'animation de nouvelles communautés qui dessinent des formes d'appartenance au-delà de l'État-nation, de l'État souverain. Ce que disait Bruno tout à l'heure, en fait, l'étude, elle montre ce chiffre intéressant, c'est qu'il y a quasiment 50% des Européens, et c'est encore plus fort en France, qui considèrent que le modèle de l'État-nation est en perte de vitesse. Donc, notamment les jeunes qui ont du mal à se reconnaître dans cet État-nation et souverain. Et évidemment, la montée des communautés permises par le digital, vous savez, qui sont des communautés d'intérêt, qui sont très labiles, qui ne sont pas forcément durables, qui peuvent être très ponctuelles. C'est donc des capacités d'agrégation de groupes, de l'opinion, sur des sujets, mais avec des niveaux d'investissement qui sont souvent inversement proportionnels à la durabilité et à la pérennité du mouvement. Voilà, ça dessine de nouvelles dynamiques d'opinion dans l'Europe, et beaucoup de gens se reconnaissent davantage dans cette espèce de nationalité un peu hors sol, c'est-à-dire de nationalité un peu transfrontière, au profit d'actions à mener très concrètes. Donc oui, c'est une sorte d'unionisme digital sur lequel les marques, évidemment, les marques et les entreprises peuvent aider très concrètement, puisqu'elles fournissent les moyens, elles fournissent l'infrastructure. Vous voyez cette initiative de Patagonia qui s'appelle le Blue Heart Project, qui est en fait une immense pétition qui a été lancée pour sauver les rivières européennes, les écosystèmes de certains pays européens qui sont dégradés, dénaturés par les barrages, et qui a permis de récolter près de 150 000 signatures portées à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour faire pression. Donc, qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que Patagonia, finalement, ne se substitue pas c'est pas Patagonia qui agit. Patagonia, en fait, fournit une structure d'accueil. Je pense que ça, c'est un concept qui est extrêmement important. C'est qu'aujourd'hui, le questionnement politique pour les marques et les entreprises, c'est pas de se substituer à la légitimité politique et institutionnelle, c'est de voir dans quelle mesure elles peuvent justement agir dans des zones grises, des zones de gap. Il se trouve qu'elles ont très souvent des outils qui sont très performants pour le faire. Donc Patagonia a fourni simplement une structure d'accueil pour centraliser, faciliter et amplifier ce type d'action. Et les gens se retrouvent dans cette espèce pas forcément de nationalité, mais en tout cas de communauté d'appartenance. Juste une précision, en France, le sentiment, la force du sentiment d'appartenance à des communautés digitales est moins fort. Et notamment, il y a une proportion non négligeable de la population pour qui l'appartenance à des communautés digitales pose problème, en fait. On pourrait y revenir. Rapport avec la technologie qui est peut-être un peu plus compliqué. Une autre illustration de ce sentiment d'appartenance au-delà de 5 minutes, vraiment ? D'accord. Moi, 10 minutes, ça ne vous dérange pas ? Parce que, on essaie de se dépêcher. L'OM Nation, qui est une sorte de communauté aussi, qui part de Marseille, mais en fait qui rayonne dans le monde entier, qui est fondée sur cette idée que des gens qui sont un peu des incompris, puisque c'est la base de ce public marseillais, des combattants, peuvent se retrouver à travers le monde. Alors, ces initiatives sont assez compliquées à gérer, parce qu'on
peut facilement passer de l'opportunité à l'opportunisme. Et le greenwashing est une thématique qui menace énormément d'entreprises aujourd'hui. Nous, on le voit tous les jours. Là, c'est un petit exemple de HSBC qui avait justement tenté de rebondir, de capter la question du Brexit à son profit et qui a été l'objet d'un backlash très important. Alors, la question qui se pose, qui est en fait très simple aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est un basculement de la communication à l'action. Alors, ça paraît très simpliste de dire ça, mais en vérité, la problématique, c'est comment être sincère quand on est une entreprise ou une marque dans ces actions qu'on soutient. Comment est-ce qu'on peut faciliter l'action des consommateurs en les vectorisant à l'intérieur d'une initiative sans paraître trop le valoriser ensuite à son profit pour construire et développer son image. Alors, je passe très très vite au deuxième point, qui est, vous savez, ce passage du modèle de la compétition au modèle de la coopération. Évidemment, les deux modèles fonctionnent ensemble. Alors, d'abord, collaboration entre des entreprises. Voilà, on cite cet exemple de la communauté B Corp qui a été fondée en 2006 aux États-Unis, dont le but est de réunir le plus d'entreprises ensemble pour qui la mission sociétale fait partie de l'indice de performance global de l'entreprise. Et donc ce mouvement se développe beaucoup. Il y a 60 entreprises en France qui y participent. Donc là, c'est une logique d'alliance. Et en fait, ce qui est très important dans cette partie-là, je crois, c'est qu'aujourd'hui, aucun acteur ne peut gagner seul. C'est ça qui remet en question le modèle de compétition à un niveau très fondamental. C'est que ce soit les consommateurs, les acteurs individuels, les marques, les célébrités, on bascule dans un modèle de l'alliance. Vous voyez, c'est intéressant de voir à quel point la notion de collab est devenue maintenant une sorte aussi de mots un peu galvaudés. Toutes les marques, tous les artistes font des collabs. Alors ça traduit en fait cette nécessité, c'est que dans ce monde qui est hyper fragmenté, très complexe, et où chacun a une voix, finalement, l'alliance devient un moteur fondamental. Bruno l'a dit tout à l'heure, le repli consumériste est une nouvelle source de création de valeur. Les gens veulent plus partager, moins posséder. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Il y a de nombreuses initiatives qui cherchent à recréer de la valeur économique, politique et sociale en sortant du modèle de croissance classique. Alors, tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire que tu évoquais, l'économie de la participation, l'illustre ça. Vous avez certainement vu que beaucoup d'acteurs contestent le Black Friday maintenant. Beaucoup d'acteurs économiques refusent le Black Friday. Comme cette marque de vêtements belge qui s'appelle Belle Rose, qui a transformé ça en Blue Friday. Ils n'ont pas fait de promotion et le différentiel de leur vente, ils l'ont reversé à la lutte pour sauver les océans. Le Bon Coin, c'est une très bonne illustration aussi. C'est un modèle qui supprime l'intermédiation. Question fondamentale aussi dans l'évolution de ce modèle agonistique, supprime l'intermédiation et qui crée de la valeur grâce au partage entre les gens. Alors je passe aussi sur ces initiatives que vous connaissez certainement. Une autre source de collaboration où les entreprises et les marques peuvent agir, c'est d'une part réduire la fracture numérique et d'autre part réduire la fracture financière, c'est-à-dire faciliter l'éducation au numérique et faciliter l'appropriation des outils de gestion financière par des gens qui n'ont pas forcément les moyens intellectuels ou matériels de le faire.
Alors ça, c'est une initiative, je ne vais pas avoir le temps de vous la montrer, mais c'est en Pologne, il y a eu tout un programme qui s'appelle Business Facelift de Mastercard, qui est en partenariat avec des ONG spécialisées en design urbain, pour aider tous les petits commerces qui sont en train de disparaître à leur donner des outils pour refaire leur enseigne, refaire leur magasin, les aider dans l'amélioration de leur modèle économique. Je pense que la presse sera disponible après, vous pourrez jeter un coup d'œil dessus. Donc voilà, ça c'est aussi l'initiative un peu emblématique de Quant, vous savez, ce moteur de recherche français qui contribue à un Internet plus sécurisé, hein, qui évite le traçage individuel. Donc je vais essayer de conclure parce que je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps là. En fait, ce qui est le défi qui se pose, parce que là on a décrit un petit peu la partie belle, c'est-à-dire l'évolution de ce modèle à la fois culturel, social et économique. Mais bien évidemment, il y a beaucoup à faire et on ne peut pas oublier que toutes les entreprises et toutes les marques sont quand même dans une logique économique de création de valeur et de reconnaissance. Donc il y a un premier défi, qui est une première équation, qui est comment est-ce que on arrive à trouver un équilibre entre crédibilité et visibilité. Parce que bien souvent, ces initiatives, elles partent du terrain, elles ne sont pas forcément très visibles, mais très vite, les acteurs économiques ont besoin, pour différentes raisons, de les faire reconnaître. Et en fait, il y a une sorte de contradiction qui s'établit entre seuil de visibilité et seuil de confiance. C'est-à-dire que plus l'initiative est visible, plus elle éveille la méfiance, voire la défiance. Donc ça, c'est le premier paradoxe. Et finalement, il faudrait agir et ne pas communiquer, parce que le fait de communiquer a une propension naturelle à dévoyer l'initiative, le projet, ou en tout cas à lui imputer une sorte de présomption de culpabilité. Donc ça, c'est un premier sujet qui est vraiment très complexe pour nous. Le deuxième, c'est un petit peu le corollaire, c'est ces initiatives. Et initiative, en fait, une notion qui est importante, c'est qu'on ne parle plus de campagne. Campagne, c'est trop publicitaire. Campagne, justement, c'est la gestion de ces problématiques en rentrant par l'image. Initiative, c'est la propulsion d'un groupe d'individus sur un projet pour atteindre des objectifs. Donc on parle beaucoup plus d'initiatives. Ces initiatives, elles commencent très souvent dans le tissu. Donc un tissu citoyen, souvent individuel, à très petite échelle. Et ensuite, évidemment, la rançon du succès, c'est que quand elles grandissent, elles ont plus de visibilité. Donc comment est-ce qu'on peut réussir à préserver l'éthique de départ de ces initiatives, le sens de leur projet, en les faisant progressivement migrer du micro-local au régional ou au plus global. Ce que fait très bien, par exemple, Patagonia, qui est une de nos marques favorites. Voilà, je crois qu'on peut conclure maintenant. On va juste conclure, pas par une initiative, mais finalement par une campagne. Et on trouvait intéressant je ne sais pas si vous avez vu la dernière campagne de la marque Opel. Donc c'est le relancement d'Opel dans sa nouvelle vie chez PSA. Et effectivement, si vous l'avez vu en France, c'est une campagne européenne. C'est une campagne qui est créée par des Européens. Donc c'est un mode aussi assez intéressant de 4 directeurs de création de nationalités de 4 grands pays européens qui ont travaillé ensemble avec des créatifs des différents pays pour concevoir une plateforme qui, à son origine, était Born in Germany, Made for Europeans, qui s'est exprimée après publicitairement et créativement par Born in Germany, Made for Us All, mais qui très clairement, dans son message, traduit qu'elle s'adresse à un public européen et qui utilise, vous verrez en code sonore, un élément du patrimoine européen. Donc je vous propose de découvrir sa version
internationale, donc c'est la version en langue anglaise. Ah ben il n'y a pas de son. Thank you, Europe, for your... Merci l'Europe pour tous vos raccourcis, pour vos journées sombres, pour vos routes pleines de bosses. Et pour chaque petit espace de stationnement. Grâce à vous, nous avons de belles voitures. Opel, né en Allemagne, mais fait pour tous. Terminons sur cette slide-là. Voilà, donc vous avez reconnu l'hymne européen réinterprété doucement au piano. Voilà, merci beaucoup. Je crois que c'est le temps des questions. Vous avez mentionné l'envie de mettre en avant la diversité. Est-ce que vous avez une idée à partir de quel moment cette envie a commencé à apparaître et comment est-ce qu'elle a impacté les sociétés de l'époque ? L'initiative la plus emblématique et la plus ancienne, je dirais que c'est Dove. Avec cette campagne, vous savez, qui date maintenant d'il y a, je sais pas, 15 ans presque, 10-15 ans, qui exposait des corps de femmes pour reconnaître une sorte d'égalité de beauté. C'était bien avant justement l'émergence et l'installation du thème de l'inclusion, de la diversité, de la reconnaissance des minorités. Donc ils ont été vraiment précurseurs. Alors, il y en a eu d'autres depuis, bien sûr. Ça avait démarré de mémoire en Asie. Je crois que c'était une campagne pour l'Asie et qui après a tellement eu de succès, elle était tellement nouvelle qu'elle s'est déployée dans l'ensemble des pays Dove, donc groupe européen, d'ailleurs groupe Unilever. Par la suite, et c'est devenu un peu le socle de la plateforme stratégique de la marque Dove, et ça a d'ailleurs impacté, je pense, beaucoup le secteur en question. Mais c'est peut-être, oui, en tout cas en termes de marque, c'est peut-être effectivement Dove il y a une quinzaine d'années. Vous avez basé vos statistiques sur un certain nombre d'interviews. Si je parle assez fort. Si vous avez passé... Ah, voilà. Ah, ok, pardon, excusez-moi. Donc, vous avez basé la première partie sur des statistiques avec, j'imagine, beaucoup d'interviews, vous avez évoqué, etc. Est-ce que vous avez une idée des pyramides ou du panel des âges, pyramide des âges interviewés, et puis des catégories socio-professionnelles? Pardon, oui, on n'a pas le... Non, on n'a pas avec nous le split, mais effectivement, c'était une population 18-65 ans. Et on n'a pas les résultats classés par tranche d'âge, non. Ça serait intéressant de regarder, évidemment. Ouais. Okay. Vous pensez vraiment que les marques aujourd'hui ont les mêmes impacts qu'elles avaient genre, il y a 10, 20, 15 ans? Parce que je ne sais pas si je parle pour moi personnellement, mais j'ai l'impression de ne plus voir de la pub, en fait. Je regarde la télé que sur Netflix, j'écoute la musique sur Spotify. Du coup, je n'ai pas la même vision des marques qu'elles avaient. Du coup, les marques que vous avez évoquées, c'est les marques anciennes aussi, genre les Mastercard, le Dove, ça date d'il y a 20 ans, c'est 10 ans, quoi, ces marques-là. Donc, je voulais savoir si vous pensez vraiment que les marques aujourd'hui, elles peuvent avoir le même impact que dans le passé. Ah oui, c'est une question très importante, évidemment. Elles sont mises en difficulté
énormément par l'horizontalisation de la société. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde est potentiellement producteur, diffuseur, auteur, influenceur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on est dans l'ère du soupçon, la tyrannie de la transparence, qui font que les actions des marques sont passées au crible en permanence. Et le troisième point, peut-être pour répondre à votre question, c'est que le modèle de communication évolue. C'est-à-dire que comme les individus sont multi-écrans, ont des parcours d'exposition, on va dire, aux marques très fluides et très changeants, le modèle de communication évolue. Donc il y a moins de grandes campagnes télé, par exemple. Parce que pour toucher un certain nombre de publics, notamment des jeunes, c'est pas le média le plus dominant. Mais elles mutent dans leurs actions. Donc elles font elles mettent énormément d'initiatives par le social media, par le digital. Et je pense qu'il est le plus important, c'est que maintenant, plutôt que d'imposer un discours, elles favorisent les émergences. Donc elles sont beaucoup plus efficaces et pertinentes quand elles aident à faire émerger et quand elles agrègent plutôt que quand elles dictent une prise de position. Oui, je voulais compléter sur ce point-là. Je pense, au risque de vous décevoir, je pense qu'elles sont toujours là et elles sont toujours dans votre sphère d'action et de comportement et de vie. Simplement, elles le sont de manière différente et donc parce qu'elles changent, elles ont muté, elles se sont adaptées à la façon dont les nouvelles générations ou les nouveaux modes de consommation se sont installés. Vous avez cité Netflix. Si ce n'est pas une marque, je ne sais pas ce que c'est. Donc ils vous ont bien eu parce que vous l'avez cité en opposition à une marque, comme si avant il y avait les vieilles marques, sauf que oui, c'est une marque neuve, mais c'est une marque. Et peut-être que dans 5 ans, des gens qui seront là nous diront il y a les vieilles marques, c'est Netflix, parce que et puis j'en ai d'autres parce qu'elles sont plus modernes, et ça sera une marque aussi. Et peut-être que les marques vieilles dont vous parlez, peut-être que vous les voyez dans des séries Netflix, soit parce qu'elles ont placé des produits et elles ont fait un deal avec Netflix, soit parce qu'elles ont elles-mêmes généré des contenus qu'ils ont référencés sur Netflix et que Netflix vous vend comme une série que vous trouvez top, et elle est peut-être cofinancée par une marque, ou elle sera peut-être cofinancée par une marque. Donc c'est tout ce nouvel écosystème qui change, mais à la fin, tout ce qu'on voit, alors vous allez me dire, on y a peut-être intérêt, j'en sais rien. En tout cas, nous, on évolue dans ce métier-là, on y croit fortement, et toutes les études qu'on fait au niveau européen ou mondial montrent que les marques, et en particulier les marques globales, elles ont elles continuent à avoir ce vrai signe de repérage dans un monde qui est de plus en plus complexe, et finalement, elles sont plus que jamais en phase, en ligne avec ce que ça veut dire le mot marque. Le marque, c'est un repère. Manière de marquer, de repérer. Donc oui, vous avez raison, mais ça évolue et elles ont un avenir devant elles, les marques. Est-ce que vous pensez que le besoin de protection des données est conciliable avec le besoin des marques de recueillir des informations afin de toucher une démographie particulière ? Nous ne sommes pas législateurs. Et qu'est-ce qu'on peut... Alors, je pense que les deux sont... On est de plus en plus dans le monde du, sans faire de mauvaises analogies, du en même temps. On doit être en même temps, effectivement, les marques en même temps, elles doivent de plus en plus cibler leurs actions parce que les publics et les attentes des publics sont de plus en plus ciblées, précises, presque individualisées. Donc pour le faire, il faut bien connaître les publics, et en même temps, les gens, ils veulent pas être heurtés, être agressés dans leur intimité. Donc il faut concilier les deux. Donc à votre question, j'ai envie de répondre oui. Ça ajoute un élément d'encadrement qu'on pourrait appeler soit de contrainte, soit de nécessaire bonne pratique dans l'action.
peut l'appeler comme on veut. Mais je pense que la réponse, elle sera aussi dans la qualité, justement, de la qualité de l'exploitation des données par les marques. Et la grande difficulté, souvent, c'est que les marques, et je parle des marques au sens large, puisque Google est une marque aussi, on en parlait aussi à l'instant pour Netflix, toutes les marques cherchent à aspirer des données. Mais finalement, il y en a assez peu qui réussissent, indépendamment des problèmes juridiques, à transformer cette captation de données en proposition de valeur pour les individus, les consommateurs. Donc je pense que en fait, c'est une logique de contrat. Si les marques arrivent à établir un contrat respectueux et valable, transparent, tu me donnes ces données, voilà ce que je te propose en échange. Et quand je dis en échange, ça veut dire bien au-delà des propositions commerciales permanentes. Vous cliquez, vous faites un opt-in sur une newsletter et ensuite vous êtes retargeté. Vous connaissez, j'achète un bouquet chez Amazon et ensuite pendant un mois, je serai poursuivi. Donc ça, c'est de la captation de données sans transformation en valeur. Quand les marques réussiront justement à réaliser ce nouveau contrat, en fait, c'est un pacte social. C'est un pacte social numérique qui est en jeu là, et qui a aussi une dimension politique, c'est l'anomie, la fragmentation. C'est-à-dire que le risque ultime non seulement de l'ultra-personnalisation, mais de l'optimisation des conduites individuelles à travers les données personnelles, ça favorise une fragmentation exponentielle des individus. Et vous savez, il y a pas mal d'écrits et d'études en ce moment sur la gouvernementalité numérique, notamment par une philosophe qui s'appelle Rouvroy, je crois, et qui montre les risques politiques en fait de ce fantasme de l'optimisation, parce que c'est de ça dont il s'agit en fait. Je pense qu'on va mettre fin à la conférence vu qu'on a déjà dépassé un petit peu l'horaire. On peut applaudir Monsieur Tallant et Monsieur Bertin.